En 395, l'empereur Théodose meurt. À sa mort, l'Empire romain est partagé en deux empires, l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Jusque-là, l'Empire romain était divisé en deux parties, mais il était considéré comme un seul et même empire. Cette fois-ci, on parle vraiment de deux empires différents, et ces deux empires auront des destins très différents. À cette époque, l'Empire d'Orient est plus ou moins stable, et l'Empire d'Occident est en pleine déliquescence. L'Empire d'Occident a du mal à faire face aux barbares à ses frontières. En Afrique, il doit calmer la révolte de Gildon, qui a embrasé le pays. En Europe, la situation est encore pire. Les barbares germains deviennent intenables, mais surtout, il y a un peuple qui est en train de déferler sur l'Europe de l'Ouest, les Huns. Les Huns sont un peuple de cavaliers d'Asie centrale. Au fur et à mesure de leur avancée en Europe, ils repoussent les peuples germaniques plus loin vers l'ouest et vers le sud. L'un de ces peuples germaniques nous intéresse particulièrement, le peuple vandale. Les Vandales sont un peuple originaire d'Europe du Nord, mais à cette époque-là, ils vivaient en Europe de l'Est. Ils fournissaient des mercenaires à l'Empire romain. En l'an 406, ils vont être eux aussi obligés d'aller vers l'ouest. Ils sont accompagnés des Alains, un peuple cousin. Ils traversent le Danube, le Rhin et la Gaule, puis vont se fixer en Espagne. Une partie d'entre eux se fixe au nord-ouest de l'Espagne, avec un peuple qu'on appelle les Suèves, et une autre partie d'entre eux se fixe au sud de l'Espagne. Pendant tout ce temps, l'Empire était entré en conflit avec un autre peuple germanique, avec les Visigoths. Les Visigoths vont entrer dans la ville de Rome et la mettre à sac, et l'Empire ne peut pas contenir les Visigoths, alors il préfère s'allier à eux. Il leur donne l'autorisation de créer un royaume en Gaule, et il leur demande d'aller chasser les Vandales en Espagne. Les Vandales vont perdre contre les Visigoths, et ils sont quasiment décimés, mais les survivants réussissent tout de même à consolider leur royaume dans le sud de l'Espagne. Mais bon, ce royaume est assez petit, et surtout il est à la merci des Visigoths. Les Vandales ont besoin d'un nouvel espace vital. Leur destin va basculer en 429. Cette année-là, l'empereur d'Occident s'appelle Valentinien III. C'est un enfant de 10 ans, et c'est sa mère qui assure la régence, Gallia Placidia. Certains hommes politiques qui sont proches de la régente vont entrer en conflit pour le pouvoir. Le consul Flavius Félix, le général Aetius et le gouverneur de la province d'Afrique, Boniface. Une guerre va avoir lieu en Afrique entre Boniface et tous les autres. Les Vandales vont profiter de ces troubles pour entrer en Afrique. La légende dit que c'est Boniface lui-même qui les a appelés en renfort. On ne sait pas si la légende est vraie ou non, mais si c'est le cas, alors c'était la pire idée de sa vie. Les 80 000 Vandales n'avaient qu'une chose en tête, conquérir l'Afrique. Ils vont traverser le détroit de Gibraltar et déferler sur le continent. À leur arrivée sur le sol africain, les Vandales découvrent que la présence romaine est très faible et que les provinces sont délaissées. Officiellement, tout le nord du Maghreb appartient à Rome. Mais dans les faits, l'autorité romaine est présente surtout à l'est. À l'ouest, la présence romaine est limitée à quelques zones éparpillées du littoral. La plus grande partie du territoire est couverte de zones tribales, plus ou moins indépendantes. Rome laissait le pouvoir à des princes locaux, mais depuis quelque temps, les Romains ont un peu délaissé ces territoires. Les Vandales ne cherchent pas spécialement à s'emparer de ces territoires, ils se dirigent directement vers Carthage. Carthage a deux avantages. Le premier, c'est que sa région est réputée pour l'agriculture. Et le deuxième est qu'elle occupe une position stratégique pour le contrôle de la Méditerranée. Boniface se réconcilie avec Placidie et tente de combattre les Vandales, mais ça ne sert à rien. L'armée romaine est trop faible. Boniface perd une bataille à Calama, l'actuelle Galma, et il part se réfugier à Hippone, à Annaba. Les Vandales vont le suivre et assiéger la ville. Le siège d'Hippone va durer 14 mois. C'est au cours de ce siège que va mourir l'évêque Saint-Augustin, le plus illustre représentant de la romanité des Africains. Tout un symbole. Saint-Augustin ne sera pas le seul homme d'église à être tué par les Vandales. Entre les Vandales et l'Empire romain, le conflit n'est pas seulement territorial, il est aussi religieux. Les Vandales appartiennent au courant arianiste. C'est un courant chrétien qui s'oppose totalement à l'église catholique romaine. Le catholicisme a pour credo la Trinité, Dieu étant trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour les Ariens, seul Dieu le Père est divin. Le Christ n'est qu'un homme avec une part divine, mais c'est d'abord un homme. L'arianisme avait été rejeté par l'église lors du concile de Nicée, un siècle auparavant. De tous les peuples germaniques, c'était les Vandales qui étaient le plus hostiles à l'église. Le conflit religieux sera très violent, mais on y reviendra. En 431, juste après le siège, les Vandales s'installent à Hippone. De là-bas, ils attaquent les villes africaines. Ils sont une menace pour l'Empire. Les Romains comprennent qu'il vaut mieux faire la paix avec les Vandales. En 435, ils signent un pacte avec Genséric, le roi Vandale. Les Vandales peuvent s'installer entre Hippone et Saldae, c'est-à-dire entre Annaba et Bjaya. L'Empire leur met à disposition les terres fertiles du nord-est algérien, mais en échange, ils seront fédérés, ils devront payer un tribut annuel à l'empereur. Et l'Empire gardera les possessions dans le reste de l'Afrique du Nord. Genséric accepte. Il s'installe officiellement à Hippone et il renforce sa domination en Afrique. Les Vandales deviennent une puissance maritime et ils démarrent des activités de piraterie. Mais bon, comme vous le savez, les traités n'engagent que ceux qui y croient. En 439, Genséric attaque Carthage et il la prend en quelques jours.
L'attaque est extrêmement violente et elle a traumatisé les habitants. De là, il se dirige vers la Sicile et il tente de la prendre. L'île est sauvée par des renforts venus de l'Empire romain d'Orient, mais les Vandales établissent tout de même un bastion dans le sud-est de la Sicile, dans le port de Marsala. La zone maritime entre la Sicile et Carthage est maintenant contrôlée par les Vandales. Ils ont désormais un contrôle des allées et venues maritimes entre l'est et l'ouest de la Méditerranée. Quelques années après la prise de Carthage, en 442, l'empereur Valentinien III signe un nouveau traité de paix avec Genséric. Cette fois-ci, Genséric peut garder Carthage, le sud de la Tunisie, la Tripolitaine et une petite partie de l'est algérien. En échange, l'Empire reprend tous les territoires à l'ouest de Rusicade et de Constantine. Pour sceller cet acte de paix, la fille de Valentinien, qui est encore bébé, est promise en mariage au fils de Genséric, quand elle sera plus grande. Cet accord permet à Valentinien de calmer la menace vandale et de se lier une véritable amitié avec Genséric. Mais en réalité, c'est une catastrophe pour l'Empire. L'Empire romain d'Occident connaissait un violent déclin, et l'Afrique était jusqu'à présent la dernière province un tant soit peu stable. Le blé d'Afrique et les impôts que l'Afrique payait permettaient à l'Empire de survivre et de soutenir l'effort de guerre contre les barbares. En donnant l'Afrique aux Vandales, l'Empire d'Occident a signé son arrêt de mort. Le traité de paix entre Genséric et Valentinien est respecté jusqu'à la mort de Valentinien. Valentinien est assassiné en 455, 13 ans après la signature du traité. Le commanditaire de l'assassinat s'appelle Pétrone Maxime. Pétrone Maxime va s'emparer du pouvoir et il épouse de force la veuve de Valentinien, Eudoxie. Eudoxie fait alors appel à ses alliés vandales, la belle famille de sa fille. Et ça, c'était pas vraiment une bonne idée. Genséric peut désormais attaquer Rome tout en passant pour son sauveur. Il rassemble une armée composée de Vandales et de Berbères. L'armée est tellement massive que Pétrone Maxime s'enfuit avant même que Genséric ne descende de son bateau. Pétrone Maxime sera rattrapé par la foule et lynché sur place publique. Genséric va rester à Rome et il met la ville à sac. Pendant 14 jours, il va fouiller Rome de fond en comble et emmener tout l'or et les objets précieux à Carthage. Il va même capturer des Romains et les vendre comme esclaves. Et pendant qu'il y est, il en profite aussi pour prendre Eudoxie et sa fille avec lui. Cet épisode a tellement traumatisé les Romains qu'aujourd'hui encore on parle de vandalisme. À partir de cette date, les Vandales vont dominer la région. Non seulement ils récupèrent tout ce qui reste de l'Afrique romaine, mais surtout, ils vont avoir une domination maritime sur tout l'ouest de la Méditerranée, de Gibraltar jusqu'à la Sicile. Ils détiennent les Baléares, la Corse, la Sardaigne et la Sicile. Le territoire de Genséric ressemble étrangement à celui de l'ancienne Carthage. Et comme Carthage, il va surtout dominer l'est du Maghreb et les zones du littoral. L'intérieur du pays est en réalité quasi indépendant. Genséric est hostile aux membres du clergé catholique. Lorsqu'il avait mis Rome à sac, il s'était particulièrement acharné sur les églises. En Afrique, il laisse la liberté de culte aux catholiques, mais il va être malin. Il va laisser le petit peuple des campagnes tranquille, mais il va oppresser les catholiques des grandes villes et surtout le clergé catholique. Il ferme les églises des centres-villes et laisse ouvertes les églises des campagnes et des zones périurbaines. Il augmente les impôts du clergé, mais pas celui des paysans. Au final, Genséric a gardé des relations assez correctes avec les Berbères et surtout avec ceux des zones les moins romanisées. À tel point qu'on se demande si le conflit avec l'église catholique était vraiment un conflit religieux, ou bien si c'était juste une manière différente d'attaquer l'autorité romaine. En 476, un certain Odoacre va renverser l'empereur d'Occident. Odoacre a détruit l'empire d'Occident, mais il reconnaît l'autorité de l'empereur d'Orient. En échange, l'empereur d'Orient reconnaît Odoacre comme roi d'Italie. L'empereur d'Orient a maintenant autorité sur tout l'empire romain. Constantinople est désormais l'unique capitale de l'empire. Les historiens appelleront cette entité l'Empire byzantin. Mais cette appellation est un peu fallacieuse. Non seulement la ville en question ne s'appelait plus Byzance depuis un siècle et demi, l'empereur Constantin avait renommé cette ville Constantinople, en 324, mais surtout, il ne s'agit pas d'un nouvel empire, c'est seulement l'Empire romain d'Orient. Les Germains qui ont conquis la ville de Rome et les territoires d'Occident se considèrent comme les héritiers de l'Empire romain. Les historiens occidentaux modernes ont suivi cette vision des choses et ont considéré que les autres n'étaient plus vraiment Rome, mais des Byzantins. Mais en vérité, les empereurs de Constantinople ne se voyaient pas comme autre chose que l'Empire romain. Ils n'étaient pas des héritiers de l'Empire romain, ils étaient l'Empire romain. Donc voilà, si vous entendez le mot Empire byzantin, comprenez que ce n'est pas un nouvel empire, mais simplement un terme d'historien moderne pour décrire l'Empire romain après la chute de l'Empire d'Occident. Mais revenons à notre histoire. En 476, quand Odoacre conquiert l'Italie et reconnaît le pouvoir impérial unique à l'empereur d'Orient. Genséric meurt de vieillesse l'année suivante, au mois de janvier 477. Son fils Hunéric monte sur le trône. Quand Hunéric arrive au pouvoir, les relations entre les Vandales et l'Empire sont normalisées. Il n'y a plus de conflit entre les Vandales et l'Empire. Hunéric va pouvoir se concentrer sur l'intérieur de son territoire. L'Empire romain d'Occident est tombé depuis à peine 1 an. Et Constantinople, c'est loin. Les chrétiens d'Afrique sont coupés de leur lien avec l'Empire. Hunéric va pouvoir exercer son pouvoir sur les chrétiens d'Afrique.
Hunéric est un tyran sanguinaire et un arien fanatique. Il compte imposer le culte arien aux habitants de son royaume, et il a des méthodes assez extrêmes. Il va tenter des conversions forcées, il va massacrer des hommes d'église, il va mutiler des chrétiens et en exécuter d'autres. Il va même créer de véritables camps de concentration, dans le sud du pays, dans lesquels il déporte les membres du clergé catholique. Son père, Jean Séric, menait une politique subtile et il gardait des bonnes relations avec les berbères. Hunéric, lui, va se mettre tout le monde à dos. Sous son règne, il y aura des violentes révoltes, notamment dans les Aurès. Pendant son règne, un certain Mastiès a créé un royaume indépendant dans les Aurès. Mastiès s'était donné le titre de Imperator et Dux Romanorum et Maurorum, c'est-à-dire empereur et chef des Romains et des Maures. Mastiès n'a bien sûr pas été reconnu comme empereur par l'Empire d'Orient, mais le fait qu'il réclame ce titre est une manière de signaler sa légitimité, une manière de dire que c'était lui le véritable héritier des Romains, et non pas Hunéric. Hunéric ne va régner que 7 ans, il va mourir fauché par la peste. Son règne est très court, mais il a marqué les heures les plus sombres de l'histoire des Vandales. À sa mort, ce sont ses neveux qui lui succèdent, Guntamund puis Thrasamund. Guntamund et Thrasamund vont apaiser leurs relations avec les catholiques. Ils instaurent une certaine liberté de culte. Mais ils tiennent quand même une politique de séparation entre les Vandales et les Africains. Sous leur règne, des royaumes locaux vont émerger au cœur même de l'Afrique romanisée. Depuis la chute de l'Empire d'Occident, l'autorité romaine n'existe plus en Afrique du Nord. Les Africains vont donc s'organiser et créer des royaumes indépendants, pour tenter de maintenir l'ordre romain. Ces royaumes sont gérés plus ou moins sous le modèle romain. On y trouve des procurateurs, des préfets, et toutes sortes de titres qui étaient liés aux Romains. Par contre, ce sont des royaumes indépendants. Ces royaumes sont en fait une résurgence des vieilles traditions berbères. Et surtout, les noms de ces rois sont tous des noms berbères. Il n'y a aucun nom romanisé. En gros, ces royaumes qui sont censés maintenir l'ordre romain ont surtout fait ressurgir l'ordre berbère. Ces royaumes vont faire une synthèse de la culture romaine et de la culture berbère. Dans les siècles qui ont précédé, le pouvoir politique venait des villes, et les villes diffusaient la culture romaine. Avec ces royaumes, ça va être l'inverse. Le pouvoir ne vient plus des villes, mais des campagnes. Et dans les campagnes, c'est la culture berbère qui est dominante. Ces royaumes vont diffuser la culture berbère, tout en y intégrant quelques éléments de la culture romaine. Le principal élément qui est intégré sera le christianisme. Ces royaumes seront pour la plupart d'entre eux des royaumes chrétiens. Et c'est même dans le christianisme qu'ils tireront leur légitimité pour être indépendants des Vandales. La naissance de ces royaumes est en réalité l'effet le plus marquant de l'arrivée des Vandales. Malheureusement, on sait très peu de choses sur ces royaumes. On a du mal à connaître leur nombre avec exactitude. On avait parlé tout à l'heure du royaume de Mastiès, dans les Aurès. Mais il y en aura d'autres, un peu partout. Dans le Hodna, dans les Nmamcha, mais aussi en Tripolitaine et dans le sud de la Tunisie. Les régions de la Kabylie formaient des vastes royaumes que les Vandales n'osaient même pas traverser. Les Vandales seront obligés d'utiliser la mer pour aller de la région d'Hippone à celle de Césarée. Mais de tous ces royaumes, le plus notable est celui d'Altava. Altava est une localité dans l'ouest algérien, près de Tlemcen. On avait vu que l'ouest algérien était assez peu romanisé et qu'il était constitué de zones tribales. Cette situation a permis à un royaume de se constituer. Les rois d'Altava se considéraient comme les héritiers de l'ordre romain. Le roi Massouna prend le titre de roi des morts et des Romains. On sait très peu de choses sur le fonctionnement de ce royaume, mais il faut juste garder en tête qu'il était suffisamment solide pour rester indépendant des Vandales puis des Byzantins. Et c'est même sur les restes de ce royaume que naîtront les premiers royaumes musulmans indépendants du Maghreb. Mais revenons aux Vandales. En 523, Thrasamund meurt et c'est son cousin Hildéric qui monte sur le trône. Hildéric est le fils du tyran Hunéric, celui qui avait massacré les catholiques et qui avait fait régner la terreur. Mais Hildéric n'a rien à voir avec son père. Hildéric est décrit comme un vieil homme un peu efféminé. Il avait vécu la grande partie de sa vie à la cour de Constantinople, aux côtés de l'empereur, et en plus il est à moitié romain. Sa mère était la fille de l'empereur Valentinien. Hildéric va développer des bonnes relations avec l'Empire romain. D'ailleurs, il est d'autant plus proche de Rome qu'il s'était converti au catholicisme, la religion de sa mère. Voilà, son père massacrait les catholiques et lui s'est converti au catholicisme. Et ça, les Vandales avaient du mal à l'accepter, car ils étaient encore restés ariens. Mais ce qu'ils ne supporteront pas, c'est sa faiblesse. Hildéric n'est pas doué pour la guerre, et il n'arrive pas à contenir les différentes révoltes berbères qui ont lieu sur son territoire. Dans le sud de la Tunisie, un certain Antalas va former une coalition de tribus et déclarer la guerre aux Vandales. Les Vandales subissent une grande défaite, et Hildéric est humilié. Cette défaite est la défaite de trop. L'armée vandale va lâcher Hildéric. Maintenant, les Vandales veulent quelqu'un de fort, quelqu'un qui va redorer le blason des Vandales. Juste après la défaite contre Antalas, en 530, l'armée nomme Gélimer au pouvoir. Gélimer représente le renouveau de la puissance vandale. Les Vandales attendent de lui une politique ferme. Il doit tenir son rang et donc faire tout l'inverse d'Hildéric. Il doit être hostile aux catholiques et hostile à l'Empire romain.
Au même moment, à Constantinople, l'empereur Justinien a une vision. Il pense qu'il a une mission, et qu'il doit reconquérir les territoires perdus de l'Empire et faire régner la foi catholique partout. Le conflit entre Gélimer et Justinien apparaît comme une évidence. La guerre entre les Vandales et l'Empire est à nouveau déclarée. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à commenter si vous avez des précisions ou des remarques à apporter. Et quant à moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode où on parlera du retour de l'Empire et de l'Afrique byzantine.